Bienvenue Polysécure, épisode spécial. Je suis avec Cédric. Bonjour. Et nous allons parler des vulnérabilités qu'a connues AWS vers la mi-janvier sur CloudFormation puis Glue. Ça nous donne un état un peu de déjà-vu parce que Azure a connu des événements malheureux similaires au courant de 2021. Donc, Cédric, je vais te laisser commencer à décrire les éléments puis peut-être faire un lien commun après. Là. Ouais. Donc en fait, on a deux vulnérabilités. Alors c'est ce qui est assez d'ailleurs original en soi, hein, parce que c'est assez rare d'avoir des vulnérabilités publiées sous AWS. Et puis là, pour le coup, on en a eu deux d'un coup dévoilées par une société de cybersécurité. Donc ils ont fait une bonne job visiblement. Et donc ils ont dévoilé deux vulnérabilités concernant les services AWS Glue et AWS CloudFormation. Alors c'est deux services complètement différents. Par contre, dans les deux cas, c'est des services vraiment entièrement managés par AWS. C'est ça qui est intéressant là d'ailleurs. AWS Glue, c'est un service, c'est un ETL, hein, c'est donc un service de transformation de données. Tandis que AWS CloudFormation, c'est un service qui permet de définir de l'infrastructure as code. Donc, c'est un service qui vous permet, en échange d'un fichier JSON, par exemple, contenant une liste d'instances, de prendre ce fichier et puis de créer toutes les ressources qui sont spécifiées là, en JSON pour vous de façon répétable. Donc, c'est effectivement ça a été assez surprenant là, cette annonce. Ben, surtout, c'est ça, comme tu mentionnes, deux d'un coup, c'est assez brutal. Est-ce que tu as le nom de la firme qui a fait ça? Est-ce que c'est la même que pour celle de Azure ou c'est carrément un autre firme? Alors, je me rappelle plus celle pour Azure, mais je pense pas que c'est la même firme. C'est Orca Security. Non, c'est pas la même, c'est Wiz, pas celle de Azure, qui est une firme israélienne qui est spécialisée, en tout cas, qui a beaucoup de gens de talent en cyber. Ouais, et puis en fait, tu l'as très bien dit, là, ça fait suite aux vulnérabilités publiées l'année dernière dans Azure. Ce qui me fait dire, alors, c'est pas la première fois, hein, attention qu'il y a des vulnérabilités découvertes, mais des vulnérabilités avec ces impacts dans des services entièrement gérés au niveau du cloud provider, j'ai l'impression qu'il y a comme une accélération. J'ai l'impression qu'on a des entreprises de sécurité qui ont de plus en plus d'expérience pour tester ces environnements. Tests qui sont quand même assez différents hein, dans la méthodologie parce qu'on s'entend que c'est pas AWS et Azure apprécient pas forcément qu'on teste leurs services gérés. C'est le contexte est très serré. Donc, visiblement, ouais, il doit y avoir un savoir-faire qui s'installe et puis on commence qui porte ses fruits là. On commence à voir arriver plusieurs découvertes qui sont quand même intéressantes. Intéressante et un peu inquiétante, là, comme dans le cas de CKSDB ou Glue chez AWS, c'est quand même de l'accès à de la donnée qui en est faite. Là. Fait on voit que là, ce qu'on percevait comme étant infaillible avant, maintenant est un peu plus faillible en info numérique. Avantage par ailleurs que les autres ont corrigé dans des vitesses très, très rapides. C'est ce qui est sur site, comme on a vu avec Log4j. La même agilité n'est pas possible sur site que par rapport à l'info numérique. Là. Fait qu'on est quand même, il y a cet avantage-là, mais c'est quand même brutal tout ça. Là. Ouais, alors on va pouvoir revenir un petit peu sur la vulnérabilité de Glue parce qu'à mon sens, c'est celle qui est clairement la plus dommageable en tout cas. Mais oui, c'est un bon point. C'est quand même de constater la réactivité et puis des équipes du cloud provider, des équipes d'AWS qui ont corrigé dans les heures qui ont suivi le disclosure la communication par Orca Security avec les équipes d'AWS. Les premiers patchs ont été appliqués dans les heures qui ont suivi, et puis dans la semaine, l'infrastructure mondiale était patchée. Donc là, on s'entend que Orca n'a pas eu besoin d'attendre les 6 mois réglementaires avant de discloser. Ça a été très très rapide. Ça, c'est quand même appréciable parce que on le sait, là, je veux dire, c'est compliqué parfois là, pour nos infrastructures sur site.
Donc, quelque part, on peut se consoler quand même en se disant que oui, des vulnérabilités, il y en a partout. Il y en a on-prem, il y en aura encore d'autres découvertes dans le cloud. C'est inévitable, malheureusement, je pense. L'important, c'est la façon dont c'est patché très rapidement et efficacement. Bon, ça reste que c'est jamais agréable. Ça pose toujours un problème de fond, c'est sûr. Dans le cadre de Glue, notamment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les attaquants, Orca a réussi. Si vous voulez, Glue, c'est un service que vous pouvez activer dans votre compte AWS. Et puis, pour permettre justement aux services gérés Glue de venir travailler sur vos données qui sont déposées dans votre compte, vous créez un rôle pour autoriser le service Glue à venir travailler chez vous, accéder à vos données. Et puis, les attaquants, dans ce cas de figure, ont réussi à prendre contrôle en quelque sorte du compte qui servait à hoster le service Glue, et par là même se sont retrouvés avec un accès à tous les comptes clients qui avaient autorisé Glue à travailler chez eux. Ce rôle, il est toujours scopé en termes de droit, c'est-à-dire que quand on autorise un service AWS, c'est pas parce que c'est un service AWS qu'on lui donne un accès administrateur, hein, je veux dire, on s'entend. Donc, c'est toujours des droits qui sont normalement réduits. Mais là, en l'occurrence, c'est un ETL. Son but, c'est de transformer de la donnée. Donc, de facto, là, le rôle Glue dans votre compte, vous l'aviez forcément autorisé à accéder à des données, en général déposées sur des buckets S3. Donc, c'est là vraiment où on a quand même un impact fort, c'est que on avait une possibilité pour l'attaquant d'accéder aux données autorisées dans les comptes clients Glue déposés sur les buckets S3. Alors, bonne nouvelle quand même, c'est que AWS a investigué dans ses logs et remonté jusqu'en 2017 et n'a trouvé aucune trace d'exploitation de cette vulnérabilité, hormis justement les tests effectués par la société Orca Security. Donc, ils ont communiqué là-dessus et ils ont rassuré les clients sur le fait qu'on n'a aucune évidence d'exploitation préalable à Orca Security de cette vulnérabilité. Donc, on peut souffler. A priori, on est passé à travers. Moi, ce qui m'inquiète, c'est sûr, c'est plus la prochaine vulnérabilité qu'on va trouver, et puis qui, elle, par contre, aura peut-être été découverte auparavant par un attaquant malicieux, enfin quelqu'un de mal intentionné. Donc, on va y revenir, je pense, au traditionnel débat sur les bug bounty, et puis sur est-ce que peut-être la solution, c'est pas au contraire d'ouvrir plus encore la facilité de tester les services gérés pour essayer d'anticiper la découverte des vulnérabilités, plutôt que de laisser des attaquants qui demain pourraient être mal intentionnés les découvrir eux-mêmes. Je pense que ça peut être une question quand même qui est pertinente à se poser suite à cet incident-là. C'est très intéressant. Moi, ce que j'aime bien de savoir, c'est qu'ils ont été capables de remonter jusqu'en 2017. Je connais peu d'entreprises qui sont capables de remonter aussi loin en arrière. Donc, ça fait c'est 5 ans. Fait qu'on a 5 ans de journaux conservés. Là. C'est pas rien. Là. Ça coûte cher. Il y a personne qui a même le monde en a de la misère à avoir 12 mois de journaux. Fait que déjà là, au moins, on a une démonstration qu'il y a un avantage réel d'aller avec des compagnies gérées comme ça. Parce qu'ils sont outillés bien au-delà de ce qu'on a sur site. Puis pour avoir un peu intervenu dans Log4j, fouiller dans les journaux des différents clients que j'ai vu intervenir, c'est l'asile, c'est généralement pas consolidé, ou ça l'est, mais de façon faible. Puis ça, il faut trouver les traces, puis on remonte peut-être un mois, tout au plus. Donc, ça, c'est très agréable de savoir ce genre de choses. Ça fait qu'en même temps, ça nous donne quand même une capacité, puis j'imagine que AWS ont dû changer leur surveillance interne, parce qu'il ne faut pas aussi... ça, c'est un incident particulier.
Je trouve ça un peu à la fois particulier qu'ils ne l'aient pas vu passer eux-mêmes avant qu'il y ait eu divulgation. Mais par ailleurs, ils vont rehausser tout le jeu de surveillance interne parce qu'ils investissent des milliards en surveillance interne. Ils surveillent leurs infrastructures de façon très, très étroite. Là. Oui, clairement, tu as tout à fait raison. Ils ont des processus, ils ont des contrôles de sécurité qui sont quand même reconnus dans l'industrie comme très matures. D'ailleurs, ils produisent eux-mêmes, ils alimentent beaucoup de projets open source de sécurité issus de leurs équipes de sécurité. On est clairement sur de la sécurité de haut niveau. Tu le soulignes très bien. Moi, je veux dire, Log4j, des entreprises qui ont été capables de patcher Log4j en quelques heures, il y en a eu, mais ça pas beaucoup. Hein. Quand même, ça a été quand même un sale Noël pour beaucoup d'équipes TI. Là. Malheureusement, beaucoup de gens se sont retrouvés sur le pont. C'est compliqué. Et puis, donc, une entreprise, on imagine un peu le réseau à la taille d'AWS, c'est quand même débile, quoi. Ils l'ont fait en moins d'une semaine. L'ensemble de l'infrastructure worldwide était patché. Ok, c'est hyper mature. Et puis, effectivement, avec une capacité de remonter dans les logs. Ça, moi, je veux dire, fondamentalement, alors, évidemment, on peut toujours dire que moi, je suis vendu. De toute façon, je suis un dingue du cloud. Je suis un fan. Donc, OK, je conçois tout à fait l'argument, mais je remarque quand même que des entreprises sur site capables d'avoir ce genre de réaction, c'est très rare parce que c'est trop coûteux. C'est très rare parce que c'est extrêmement complexe et coûteux d'avoir de garder ce genre de capacité. Donc, in fine, c'est plutôt cet événement ne change pas mon analyse que ça reste plus positif, plus sécuritaire d'aller chez un cloud provider que de rester sur site pour beaucoup de traitements. Après, simplement, il faut être conscient qu'il n'y a aucun système qui est parfait, malheureusement. Et puis, c'est là où ça m'amène, moi, à la réflexion de savoir est-ce que l'approche qui est quand même souvent mise en avant par les cloud providers d'investir massivement dans la sécurité, mais de garder ça plutôt en local fermé, là, c'est-à-dire qu'en fait, ils communiquent pas tant sur leur service géré, sur la façon dont c'est construit, ils invitent pas tant les équipes sécurité à tester leur service géré, ou est-ce qu'au contraire, il faut aller plus vers le bug bounty, puis commencer à essayer de faire collaborer d'autres équipes externes à AWS, à Azure, etc. Ça, je pense que c'est un débat qui est encore jeune, mais qui va, dans les années à venir, pourrait prendre de l'ampleur si on continue à avoir cette tendance à découvrir des vulnérabilités avec des équipes dédiées. Ouais, je pense que ça va faire exactement ce qui s'est passé avec comme Log4j a suscité une rencontre au sommet au niveau américain, justement, où il va y avoir des actions qui vont probablement être posées de façon législative aux États-Unis pour forcer l'usage, quand on fait de l'usage de code source ouvert, mais on doit assurer la sécurité de celui-ci. Donc, on n'est plus dans un état de free lunch avec le source ouvert. Ça va changer un peu la donne. J'ai l'impression que si les grands opérateurs infonologiques ne vont pas dans la même direction que ça, disons, d'ouvrir, mais je ne sais pas à quel point on peut ouvrir tout ça, là, mais clairement, là, on a des balbutiements de compagnies qui sont capables de casser des infrastructures qui sont complexes, qui sont matures. Donc, là, la donne vient de changer. Fait que là, c'est sûr que les acteurs étatiques vont commencer à s'y intéresser aussi. Donc, on va avoir un changement dynamique. Donc, oui, c'est sûr que c'est bien. J'espère que ces compagnies vont être capables de s'autodiscipliner, ne pas attendre que le législateur embarque. Mais l'histoire dit que ça finit toujours que le législateur doit se mettre le nez là-dedans pour réglementer. Puis probablement que là, autant Log4j, c'est les Américains qui ont bougé avant. J'ai l'impression que les opérateurs infonologiques, ça va être l'Europe qui va probablement forcer la main à ceux-ci. Déjà que le RGPD, ils ont déjà commencé à forcer la main sur bien des choses. J'ai l'impression que ça va accélérer, leur donner une capacité, parce que là, on est dans c'est les balbutiements là, de failles majeures en infonologique. Il va y en avoir d'autres. Là, puis comme je le dis souvent, les requins aiment le sang. Il y a du sang, ils vont se lancer dessus. Azure, malheureusement, il y a eu beaucoup de mauvaises presses l'an dernier parce que, justement, ça l'a saigné une fois. Fait que là, ça intéresse tout le monde. Donc, les requins circulent autour, puis là, ils vont trouver d'autres choses. Là, c'est AWS. Fait que là, on va probablement voir dans les prochaines semaines d'autres événements
parce que là, ça va intéresser les gens, ça va rendre ça plus curieux. Mais une chose qui est rassurante, c'est pas le pirate de sous-sol, là, c'est vraiment des experts chevronnés. Là. C'est ça aussi de l'autre côté. Là. Ouais, là, non, là, on est quand même sur du niveau assez élevé. Mais effectivement, c'est un bon point, le fait qu'il y a des séries comme ça qui apparaissent. Faut pas oublier qu'Azure, il y avait déjà eu en 2020, si je m'abuse, une vulnérabilité quand même critique dans leur stack hybride qui est moitié sur site, moitié dans le cloud. Donc, et puis ensuite, ça s'est enchaîné là, avec Azure Escape, etc. Donc, écoute, on verra. L'avenir nous le dira pour AWS. C'est un coup dur quand même pour cette firme qui, il faut le rappeler, leur credo et puis leur slogan, c'est security, c'est le premier job, c'est le day-zero job chez AWS. Là. Donc, c'est sûr que je pense qu'ils vont mettre les bouchées doubles encore. Là, ça peut aider à encore mettre plus d'efforts, plus d'investissements de leur part dans la sécurité parce qu'ils y tiennent beaucoup. Là. C'est quelque chose d'important dans la culture AWS, on va dire. Bah, je suis pas chez tout le monde, là, mais bon, c'est reconnu chez AWS. Et puis la deuxième vulnérabilité, on n'en a pas parlé, c'est CloudFormation. Donc, alors celle-là, je la relativise, quand même plus dans le sens où elle s'apparente beaucoup à Azure Escape dans l'impact. C'est-à-dire que cette vulnérabilité, c'est au travers d'une vulnérabilité de type XXE, donc injection JSON, que Orca Security a réussi à faire donc exécuter un JSON mal formé, enfin volontairement mal formé par CloudFormation, ce qui leur a donné un accès à l'infrastructure sous-jacente de CloudFormation. Et on s'entend que cette infrastructure sous-jacente, c'est un serveur qui appartient à AWS. C'est pas un serveur client, c'est vraiment un serveur managé par AWS. Et puis, ils se sont retrouvés dans cette infrastructure sous-jacente. Et puis là, ils ont commencé à regarder ETC PassWD. Et puis là, ils ont découvert des comptes, des usernames AWS, d'employés AWS, de sysadmins. Et donc, ils en ont tiré des conclusions sur le fait qu'en ayant accès à cette infrastructure sous-jacente, avec potentiellement une compromission des comptes AWS qui étaient présents définis sur ces serveurs, ça pouvait leur donner accès à d'autres serveurs et donc des données clientes appartenant à d'autres comptes AWS. Mais là, pour le coup, on est rentré dans l'hypothétique parce qu'ils n'ont pas confirmé cette capacité de mouvement latéral. Et puis, ça a été fermement démenti par AWS dans la foulée. Pas par n'importe qui, là, qui plus est, là, par des responsables, justement, le VP et ingénieur distingué chez AWS, Colm McCarthy. Je le prononce très mal, certainement, je m'excuse. Mais donc, quelqu'un qui connaît pas mal de quoi il parle, et puis qui a pu confirmer que oui, il y avait effectivement l'accès à l'infrastructure, oui, qu'effectivement il y avait des comptes, mais que ceci, de par la politique et les processus mis en place chez AWS, ne pouvait en aucun cas donner accès à d'autres environnements, et donc à d'autres comptes AWS, et donc à des données d'autres clients. Donc, bon, a priori, sa réponse est assez suffisamment ferme et précise pour que j'y croie, et puis pour que mon analyse est qu'on se retrouve en fait dans le même cas de figure qu'Azure Escape, où c'était donc les Azure Functions qui avaient été contournés, l'isolation des Azure Functions avait été contournée et avait permis de la même façon d'accéder à l'infrastructure sous-jacente, mais cette infrastructure sous-jacente en réalité était une machine virtuelle dans Hyper-V, donc était elle-même encore une fois isolée. Donc c'est ce qui avait d'ailleurs à l'époque entraîné le fait que Microsoft avait conclu que ce n'était pas une vulnérabilité critique, ce qui
d'ailleurs, commentaire qui avait été assez commenté là, parce que certains ne partageaient pas l'avis de Microsoft, mais pour le coup, il y avait effectivement, on était toujours dans un environnement isolé, il n'y avait pas d'accès à des données clientes autres, et puis là, il semble que ça soit encore le même cas de figure. Ça a été patché anyway, ça a été corrigé immédiatement, et c'est effectivement plus disponible, évidemment. Encore une fois, très rapidement et très heureusement, là, mais ça, dans ce cas-ci, c'est vraiment juste le compute qui a été cassé par la donnée. Puis ça, c'est des éléments importants à comprendre en infonuagique, que le compute puis la donnée sont disjoints davantage que ce qu'on est habitué sur site. D'habitude, quand on casse un serveur, on va casser la donnée qui est associée avec, parce qu'on a la mauvaise habitude de tout mettre dans le même bucket. Là, en infonuagique, non, parce que surtout dans les cas comme l'Azure Function ou les Lambda ou peu importe la CloudFormation, eux vivent sans la donnée, ils vivent dans des contextes de compute pur, et laquelle on doit y rattacher de la donnée d'une autre façon par un S3 dans le cas d'AWS, par exemple. C'est une approche qui est très différente. Donc, effectivement, il y a beaucoup moins de risques qu'on puisse éventer brutalement l'ensemble de l'infrastructure, contrairement à la Glue, où lui, c'était nécessairement de la donnée. Son fonctionnement est nécessairement de la donnée, là, donc on n'est pas exactement dans la même place, mais c'est très important. Puis, dans le fond, d'un côté, très rassurant que ces designs-là sont beaucoup plus robustes que qu'est-ce qu'on peut voir aussi. Ils sont capables de supporter des tempêtes beaucoup plus brutales que ce que je connais des réseaux d'entreprises en général, là. Ouais, tout à fait. Et puis, dans le cadre de Glue, il y avait quand même en fait aussi une bonne pratique on va en profiter pour la rappeler là, qui est le juste assez, la définition du juste assez. Lorsque on donne un accès, lorsqu'on justement on active Glue dans son compte AWS, on définit un rôle en conséquence pour lui permettre d'accéder à nos données déposées dans nos buckets S3. En fait, il y a deux façons de réagir à ce moment-là. Soit on peut associer à Glue une stratégie extrêmement permissive comme administrateur S3, soit on peut définir exactement de quoi Glue a besoin. Qu'est-ce que va faire Glue exactement sur le bucket S3? Si c'est que de la lecture de certains buckets, il n'y a pas de raison de l'autoriser en écriture. Et puis, est-ce que c'est pour tous les buckets S3 de mon compte ou c'est peut-être pour un ou deux buckets S3 de mon compte? Et ça, vous pouvez le préciser dans votre stratégie et il est recommandé de le faire. Et là, tu vois, en l'occurrence, souvent on se dit, bon, de toute façon, c'est un service AWS, donc c'est correct. Allez, hop, je me facilite la vie. Là, je vais mettre une manage policies AWS Amazon S3 full access, ce qui parfois d'ailleurs est mis de l'avant par AWS, ce qui est pas forcément une bonne chose. On va se simplifier la vie avec des manage policies. Mais en l'occurrence, c'est pas parce que c'est un service AWS que le principe du juste assez ne s'applique pas. Et là, cette vulnérabilité AWS Glue vraiment vient le confirmer. Il faut rester dans cet état d'esprit. Il y a des services d'ailleurs qui ont été mis en place par AWS pour nous aider pour cela. Désormais, avec YAM, on a un service qui nous permet de justement estimer quel est le juste assez pour un service, qui vous dit quelles sont les permissions qui ne sont pas utilisées par un utilisateur ou un rôle, donc qui ne sont a priori peut-être pas nécessaires, qui n'ont jamais été utilisées dans les derniers 90 jours, par exemple. Donc, utilisons ce type de service et vraiment, c'est aussi à nous là, de garder cet état d'esprit de paranoïa et de méfiance là, vis-à-vis de toute stratégie. Là. Dans tous les cas, que ce soit sur site ou dans l'infonuagique, c'est ça, de toujours garder cette vigilance, ce regard-là critique sur les différents éléments. On a fait un grand tour. Est-ce qu'on a oublié de couvrir des aspects de ces deux vulnérabilités-là? Non, c'est pas mal. Écoute, c'est pas mal ça. Donc, une vraie vulnérabilité. Je veux dire, non, c'est deux vraies vulnérabilités, mais une vulnérabilité particulièrement gênante, c'est vraiment AWS Glue. Une plus, pour l'instant, anecdotique en l'état actuel, en attendant qu'il y ait de potentiels peut-être rebondissements, là, mais CloudFormation qui est plus anecdotique au final. Mais une tendance clairement de chercheurs qui
qui sont de plus en plus efficaces à trouver les vulnérabilités dans les services gérés. Donc, moi, je suis bien impatient là, de voir la réaction un peu en termes de processus, en termes de façon de faire de la part de ces cloud providers pour encore mettre une coche au-dessus, encore leur niveau de sécurité. Oui, super. Ben, je te remercie énormément. C'est très éclairant, très agréable encore une fois là, de discuter de ces choses-là. Donc, merci. Avec plaisir. Bonne journée.